Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Et vous, Cécile? Eh bien, écoutez, très bien. On est très content d'être là pour ce jeudi avec vous pour parler d'actualité, de débats qui vous concernent et qui vous font réagir comme tous les soirs. 0826 300 300. Les Vraies Voix, vous le savez, on parle vrai. On dit des choses, même si ça plaît pas. Mais on est comme ça. En tout cas, vous avez la parole quand vous voulez au 0826 300 300. Et ce soir, bien sûr, au sommaire de cette émission, la grève contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale, des mobilisations un petit peu partout en France. 8 syndicats ont fait front commun pour une forte mobilisation à Paris et en région, Philippe. Oui, Cécile, les syndicats annoncent 50 000 personnes à Toulouse, Nantes ou Bordeaux, 15 000 à Perpignan ou Montpellier, 26 000 à Marseille, plus de 200 points de rassemblement et environ 700 000 manifestants partout en France. Beaucoup de secteurs stratégiques sont paralysés ou fortement perturbés, comme les transports, les écoles, l'énergie, les raffineries. Vous faites partie de ces secteurs. Vous étiez dans les manifestations. Vous voulez nous dire ce que vous avez vu et pourquoi vous avez manifesté et pourquoi vous allez encore manifester si le gouvernement ne reculait pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Et la question que je vous pose ce soir, c'est la forte mobilisation peut-elle faire plier le gouvernement? Pour l'instant, vous dites oui à 57%. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, la mobilisation contre la réforme des retraites rassemble, on vous l'a dit, largement. Les étudiants sont au rendez-vous, Philippe. Oui, Cécile, le syndicat étudiant UNEF dénonce à travers la réforme, je cite, le massacre de la jeunesse et des classes populaires. Il a d'ailleurs appelé dans un communiqué, je cite encore, à prendre la rue maintenant. Vous êtes étudiant, vous êtes lycéen, vous avez manifesté ou vous allez manifester, vous pensez que le mouvement peut faire boule de neige? Venez nous le dire au 0826 300 300. Avec cette question du jour, la mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites peut-elle peser? Pour l'instant, vous dites oui à 73%. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nos éditorialistes du jour, qu'est-ce qu'elle a ricané Parce que nous parlions mode. Philippe Nous Bilger. parlions mode avec Philippe Bilger. Je trouvais que le col roulé allait très bien. Et je pense que le col roulé peut très bien aller à Philippe Bilger. Ah, voilà. oui. Vous Et imaginez que j'ai l'intérêt de trouvé notre un col conversation. roulé qui fait pas mal au cou, Ah, vous d'accord, voyez, d'accord. avec un, Ça fait mal au cou, le col roulé. Oui, c'est-à-dire qui que- peut être un peu rêche. D'accord, ok. Et Donc c'est-à-dire Cécile que comprend immédiatement ce que je veux dire. On est C'est-à-dire complètement qu'il y a des- hors voilà. sol. voilà, il y a des gens dans la rue. Et là, on parlait au col roulé. On Voilà. fait un peu politique. Oui, bien sûr, c'est politique. Grâce à Bruno Il y Le a des Maire. choses qui s'appellent les assouplisseurs pour pas que ce En soit tout rêche. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, avec nous ce soir, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, On en aurait Philippe. bien besoin d'assouplisseurs ici. Oui, c'est ça, assouplisseur. Oui. Lavez plus blanc que le banc aussi. Avec Françoise Degois qui est avec nous, éditorialiste Sud Radio et LCI. Bonsoir, Je Françoise. suis très heureuse d'être avec vous. Françoise Mais Degois, le ça, maire. ça me fait du mal de le dire à chaque fois, mais voilà, Bah, ça me fait c'est- plaisir quand même. Bah Je ouais. ressens une forme de contentement d'être avec vous. Ouais, Ça me voilà. je comprends C'est pas pourquoi. réciproque, mais J'ai on bien apprécie. compris. Avec vous, je vous exclue et vous, bien sûr. C'est ça. Et François de Rugy, de Plaisir, est avec nous. Bonsoir. Moi, Bah, j'ai quoi. plaisir à être là. C'est un vrai lion. Ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, Il faudrait bienvenue. l'appeler Monsieur le Président, normalement, protocolairement. Ou Monsieur le ministre. Monsieur le vraiment. ministre, On moi est j'aime bien le obligé. ministre. Oui, c'est pas mal. Donc on va l'appeler, on va lui donner du Monsieur Mon le cher ministre. François. Ouais. Ça commence bien, mon cher François. Ou Fanfan, on ne sait pas. Comment on veut. En tout cas, 0826 300 300, Frédéric est avec nous, il nous appelle des Landes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir aux différents chroniqueurs. Comment ça va Frédéric? Vous êtes Ça où? va, écoutez, très bien, je vous remercie. Après une journée un petit peu compliquée avec les manifestations, mais bon, D'accord. voilà quoi. Vous y étiez pas? Vous étiez... Alors non, pas du tout. J'ai une position assez particulière. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire vous êtes sur que un je pied? suis, C'est une position particulière. Attention, les positions particulières, c'est de 14h à Oui, 16h stop, sur Sud Radio. c'est bon Philippe Ouais, David. ouais, Merci ouais. beaucoup, Tout merci à fait, beaucoup. ouais, tout à fait. Non, je suis bien assis sur mon siège, dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Donc on va pas vous demander ce que vous faites parce que visiblement il travaille au ministère de l'Intérieur. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, absolument pas. Absolument. Absolument pas. Alors en tout cas, Non, vous savez qu'à partir de maintenant, vous êtes notre vraie voix auditeur. Vous intervenez quand vous voulez. Vous êtes prioritaire sur tout le monde et vous allez pouvoir jouer face à l'un de nos éditorialistes dans une petite demi-heure, voilà, dans notre quiz. Et donc, ne nous dites pas pour qui vous allez voter. On va essayer de voir comment les éditorialistes ce soir vont
se vendre. Allez-y Philippe, vendez-vous auprès de Frédéric. Eh bien, je confirme ce que j'ai dit hier. Je suis celui qu'il ne faut jamais choisir Ouais. pour le quiz. Voilà, c'est ça. Il est bien vendu. Françoise Degois. Moi, il faut pas me choisir parce que souvent je gagne. Donc, comme on est dans un combat, si on faisait équipe, je vous dirais choisissez-moi. Mais surtout, je ne joue pas ni avec ni contre des gens qui manifestent pas. Voilà. Donc, François. inutile de me choisir, je refuserai. François, allez-y. Moi, je joue avec tout le monde et j'aime beaucoup les Landes. Voilà. Voilà. Lui, c'est un ensemble. Une Oui, politique d'ouverture chez François de Rugy. on adore les Frédéric, Landes, blague à part. vous restez avec nous, réfléchissez bien, on vous récupère juste dans quelques minutes. En tout cas, vous réagissez quand vous voulez. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, vous voulez requérir contre ceux qui sont au fond ravis que notre démocratie ne soit pas un long fleuve tranquille. Oui, je suis frappé de voir dans les contestations contre ce projet de loi des retraites, au-delà de la contestation politique et syndicale, j'ai parfois l'impression que il y a une minorité de Français qui est ravi de voir la France tomber dans un désordre social absolu, et pas du tout parce qu'il y aurait une opposition politique à ce projet, mais parce que il y a un certain nombre de citoyens qui aspirent à des orages permanents. Ouais. Je me demande si ça ne relève pas de certains tempéraments qui ont besoin de révolution intime et qui rêvent de voir la France en permanence dans un état de désordre. Alors, c'est peut-être plus psychanalytique que partisan, mais je suis frappé de voir, et peut-être que j'y tombe parfois moi-même. Au fond, quand un gouvernement que je n'aime pas est un peu dans la mouise, je ne suis pas loin parfois de m'arrêter juste à temps avant de dire mais les ennuis, c'est très bien pour lui. Et donc, il me semble que ça peut être très dangereux d'avoir une vision apocalyptique du pays où on se trouve. Ouais, Françoise Degois. Moi, ce que vous décrivez, je le mettrais par exemple dans la catégorie vraiment des black blocs, parce que il y a une volonté, c'est théorisé en politique, hein, la théorie du chaos. De nuire. Bien sûr, dans les formations politiques, et quoi qu'on en dise, par exemple, la France Insoumise n'est pas dans cette catégorie-là. La France Insoumise fait de la politique, la NUPES fait de la politique. Le Rassemblement National, même si leur position est assez compliquée, je trouve, et ambiguë sur les retraites. J'entends ce que vous dites. Après, la démocratie, c'est la démocratie. Et je pense qu'on peut se réjouir de combattre. Les manifestations sont tout à fait autorisées. J'espère que ça va pas trop déborder. Ça a commencé à taper un peu quand on est rentré à l'antenne. Mais la démocratie, ça fait partie, le combat politique fait partie en plus intrinsèquement de la tradition française. Moi, j'ai pas envie, et j'en ai un peu marre, je suis l'ordre et le progrès, vous êtes le désordre et le chaos. Ça me saoule, ça me fatigue, parce que de toute façon, voilà, ce gouvernement-là, il est légitime. Je ne l'ai jamais délégitimé. Emmanuel Macron, bien sûr que non. Mais la réalité, c'est qu'il est sain de le combattre. François de Rugy. Je crois que malheureusement, ce que dit Philippe Bilger sur le fait sinon de se réjouir d'une forme de désordre, en tout cas de souhaiter même qu'il y ait presque un chaos par la rue, ça déborde largement des groupes comme les Black Blocs, d'ailleurs qui ne sont pas vraiment des groupes organisés. Moi, je me souviens quand même que Jean-Luc Mélenchon a dit en septembre 2017, donc il y a un peu plus de 5 ans, après avoir perdu l'élection présidentielle, comme l'année dernière, après à peine 6 mois de présidence Macron, il a dit, de toute façon, maintenant, ça se décidera dans la rue. Et il a fait tout un discours, il faut le reconnaître d'ailleurs, cette force d'exprimer les choses clairement par des discours, que c'est la rue qui commanderait, en quelque sorte. Bon, ça n'a pas été le cas pendant les 5 ans du premier mandat d'Emmanuel Macron, même s'il y a eu des moments où il y a eu des manifestations quand même très dures. Et que, au fil des années, et là, présidence Sarkozy, présidence Hollande, présidence Macron, il y a de plus en plus de violence dans les manifestations. Et ça, c'est inquiétant. Et je pense que ceux qui glorifient le pouvoir de la rue, en quelque sorte, ils ont quand même en tête que ça peut déraper. Je ne dis pas qu'ils suscitent ces dérapages. Ça, je ne veux pas du tout les accuser. Mais dans le fond, ils se disent, eh bien, s'il y a des affrontements en queue ou en début de manifestation, d'ailleurs, eh bien, ça contribue à ce climat de désordre. Et ça,
là, je trouve que c'est inquiétant parce que je trouve que c'est une dérive qui va bien au-delà de la volonté de tel ou tel leader comme Mélenchon. Mais c'est une dérive que l'on voit en France depuis de nombreuses années. Alors qu'il arrive qu'un pouvoir soit à la rue parfois. Je voudrais m'inscrire en faux. Je voudrais m'inscrire en faux sur qui ça arrange, qui est les Black Blocs. Ça arrange jamais les manifestants, ça arrange jamais les formations politiques. Jamais. En aucun cas. Non mais. Moi, je veux bien qu'on caricature, qu'on explique que Mélenchon est un mangeur de flics et qu'il est dans le chaos, etc. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est juste factuellement faux. On peut lui tailler ce genre de Non, mais on peut juste regarder qui condamne qui. Si Emmanuel Macron est à l'Élysée par 2 fois, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à chaque fois à ce que ses troupes votent pour Emmanuel Macron. Donc, on peut arrêter avec cette diabolisation permanente. Mais moi, je crois vraiment que d'abord, c'est pas, comment dirais-je, ça date de Gênes, les violences. J'y étais, moi, je couvrais le G7 ou le G7 à Gênes, je le couvrais pour France Inter. C'est là qu'on a commencé à voir apparaître les Black Blocs. C'est là qu'on a commencé à se faire tabasser et par les Black Blocs, les journalistes, et par les policiers italiens. J'assure qu'ils n'y vont pas dans la dentelle, eux non plus. Et voilà, donc moi je crois vraiment que ça tient il y a une théorisation de la violence apolitique. On la connaît. Ce sont les lambertistes. C'est vraiment l'extrême gauche anarchiste, mais elle n'est pas représentée, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Eh bien, on en parle de toute façon tout au long de Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Je ne sais pas la faire. Elle est très belle. Elle est bien. Vous restez avec nous dans quelques instants. On fera le tour de l'actu avec Félix Mathieu. Puis on va revenir, vous savez, sur cette mobilisation générale pour savoir si vous considérez que cette mobilisation peut faire plier encore le gouvernement. Vous êtes en tout cas extrêmement nombreux à avoir abattu le pavé aujourd'hui. Si vous voulez nous en parler, 0826 300 300. À contrario, si vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas été mobilisé par choix, vous nous appelez aussi. On vous attend au standard avec François de Rugy aujourd'hui, Françoise de Gois et Philippe Bilger. Nous sommes ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Ça chahute, ça discute. Ça discute. François de Rugy peut pas en mettre parce qu'il fait des plaques rouges. Oui, mais vous savez que votre micro était pas ouvert, donc la seule chose qu'on a entendue, c'est François de Rugy a des plaques rouges. On est encore sur nos cols roulés, en attendant que François de Rugy ne peut pas en mettre parce que ça lui fait des plaques rouges. Moi, je voulais dire que Philippe Bilger lui mettrait un col roulé le jour où il irait manifester. En fait, c'est ça. En tout cas, si propose d'en mettre un demain. Si vous voulez, Philippe Bilger a déjà manifesté dans sa vie, d'ailleurs. Excusez-moi. Les enfants, si je peux parler. C'est Les Vraies Voix. Vous avez entendu. Un peu de temps. Je vous remercie. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois est avec nous, François de Rugy est avec nous, et vous au 0826 300 300. Et tout de suite le tour de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu au sommaire, Félix. 250 rassemblements, 400 000 manifestants à Paris selon la CGT. Les cortèges contre la réforme des retraites font le plein. Ça chauffe même un peu dans la capitale cet après-midi. À suivre aussi, la Fédération française de foot veut mettre des micros-arbitres pour qu'on les entende. Et puis un homme perdu en mer des Caraïbes a survécu en mangeant du ketchup pendant 24 jours depuis décembre. Et bon début d'année quand même. Les vraies voix Sud Radio. J'ai mauvaise réputation. Je me révèle que je reste roi. Je passe pour un jeune enfant. Je le fais pourtant. Et oui, la mauvaise réputation version Sinsemilia dans cette manif de Sète, la ville chère à Brassens. Dans le cortège, Mathilde Julien et son micro Sud Radio. Elle a rencontré Fatia et Marie, 23 et 27 ans, animatrices dans des centres de loisirs et des écoles. Alors, vu qu'on parle beaucoup retraite en ce moment, elles viennent de faire leur petite projection et le bilan est simple. Vu leur début de carrière haché, eh bien, elles envisagent très sérieusement de changer de voie. C'est pas des temps pleins et puis c'est pas des contrats qui durent. Donc après, à la longue, on est obligé de partir ailleurs. Malheureusement, malgré que l'animation ce soit notre vocation, on est obligé de faire un petit peu de ménage ou alors de l'aide à domicile, des trucs dans le genre pour combler à avoir un minimum, un SMIC. J'ai à peu près calculé en fonction du salaire qu'on gagne à l'heure d'aujourd'hui, on sera à 600 € de retraite. On part comme ça maintenant, on est mal barré quoi. On va essayer de se faire entendre en premier temps et après ensuite si on voit que ça marche pas, on va être obligé de changer de broche.
Des propos recueillis par Mathilde Julien à 7 pour Sud Radio. Mathilde d'ailleurs qu'on va retrouver en direct tout à l'heure 18h30 sur Sud Radio pour faire le point sur cette journée de mobilisation. 40 à 50 000 personnes à Toulouse. Du côté de Paris, 400 000 manifestants selon la CGT avec une vingtaine d'interpellations cet après-midi. Des groupuscules radicaux, des Black Blocs ont jeté des poubelles, des fumigènes et des projectiles sur les forces de l'ordre. Depuis l'Espagne en tout cas, Emmanuel Macron défend une réforme juste et responsable, dit-il, réforme qui sera menée avec détermination. Le chef de l'État vient de signer en grande pompe un traité d'amitié avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Est-ce que ça vous choque que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Papa Ndiaye sont en Espagne alors que... C'est une forme, c'est une forme de pied de nez, bien sûr, parce que c'est bien sûr que la date est prise depuis longtemps, mais les Français n'ont pas demandé à la changer. Il aurait pu la changer. Ce qui est assez marrant, c'est le côté même pas peur, même pas mal. Ça, c'est Emmanuel Macron tout craché. C'est pas la peine de compter sur lui pour ne pas jeter de l'huile sur le feu entre ses propos hier en Conseil des ministres et son voyage. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris tous les ministres concernés par la manifestation aujourd'hui avec lui. C'est incroyable. Gérald Darmanin est là. Bruno Le Maire est là. Papa Ndiaye est là. Peut-être, je sais pas s'il y a... Olivier Dussopt finalement est resté en France. Mais vous vous rendez compte quand même. Voilà, le message est clair. Je me fiche de ce que vous faites. Vous pouvez être 1 million. J'enjambe cette manifestation à la Macron, comme toujours. Et les autres veulent parler. Ça ne nous étonne plus. Je trouve qu'il y a eu récemment un article qui parlait de l'effet de surprise permanent. Là, je trouve que les raisons que donne François sont les bonnes. Une forme de désinvolture, montrer à quel point il est éloigné. Il aurait pu faire déplacer cette date. Il a le temps tout de même, lors de ses jours, d'avoir un entretien capital, certes, mais sur la littérature avec un grand écrivain espagnol. Tout ça, je trouve que c'est maladroit, tout de même, pour le moins. François Drogy. Moi, je trouve que le fait qu'un président de la République continue à s'occuper des affaires internationales avec un voisin espagnol, il va pas partir à l'autre bout du monde. Partir chez un voisin, il peut revenir dans l'heure, à Paris. Par ailleurs, je rappelle quand même que dans notre pays, il y a un gouvernement avec un chef de gouvernement, une chef de gouvernement, en l'occurrence Elisabeth Borne. C'est elle qui est en première ligne sur la réforme des retraites depuis le début. Donc franchement, je vois pas en quoi ce serait désinvolte. Là, je crois que c'est surinterprété. Le fait qu'il ait maintenu son agenda, quelqu'un a dit sur une autre radio en plaisantant ce matin, de toute façon, il n'allait pas faire grève. Ça. Félix Mathieu, sonoriser les arbitres au football. La Fédération française se porte volontaire pour l'expérimentation. Oui, la France propose aux instances mondiales du foot d'être la fédé expérimentale pour un tel dispositif. Placer un micro aux arbitres de Ligue 1 d'abord, pour entendre ce qu'ils disent, pour savoir comment ils justifient leurs décisions pendant les matchs. Cela permettrait aussi d'entendre leurs échanges, leurs discussions pendant les sessions VAR, quand ils hésitent sur ce qu'il faut faire de telle ou telle action. La Commission fédérale des arbitres voudrait aussi autoriser les arbitres à s'exprimer devant la presse après les matchs, comme le font les joueurs ou les entraîneurs. Les arbitres ne seraient plus ce personnage mutique. Ça serait finalement une petite révolution, puisque jusqu'ici c'était une règle où on n'entendait jamais leur voix. Ça vous intéresse, ça, justement, de savoir ce que disent les arbitres au foot ? Alors, je trouve que ça va représenter un progrès, mais c'est un pis d'aller regarder le championnat anglais, par exemple. Les arbitres anglais sont toujours respectés, il n'y a pas une contestation, et donc, évidemment, dans la mesure où en France, en permanence, on discute les règles et l'arbitre lui-même, et on a l'impression que les joueurs sont à l'article de la mort quand ils sont par terre, ça va représenter un progrès et obliger les arbitres eux-mêmes à être peut-être plus clairvoyants pour mieux expliquer ce qu'ils décident. Et c'est bien parce qu'au rugby, les arbitres expliquent leurs décisions et on les entend à la télé. Oui, moi je suis d'accord là-dessus, mais je pense que ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils puissent s'exprimer en point presse. Parce que je vois la façon dont l'arbitre a arbitré le Argentine-Croatie avec un arbitrage complètement délirant. Cet arbitre, je ne me souviens plus de quel arbitre il s'agit, qui est décrié par tous les championnats dans lesquels il passe, et en tout cas dans tous les matchs internationaux. Voilà, il n'a pas pu s'exprimer, on ne l'a pas entendu, donc je trouve ça assez intéressant qu'il puisse répondre à quelques questions. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux, François, de permettre à l'arbitre de s'exprimer après le match? Moi, je trouve que c'est bien s'il maîtrise... moi, je dirais même l'inverse, c'est que ça me paraît dangereux en cours de match de mettre un micro, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Le moindre mot qu'il va dire va être sur toutes les chaînes de télé qui suivent. En rugby, on entend tous alors qu'à la fin du match, justifier à tête reposée, y compris des décisions
qu'il a prises. Ça me paraît très logique. Ouais. Mais là, on voit bien avec la VAR, la fameuse vidéo, c'est quelque chose d'utile. Mais ça change quand même considérablement les rythmes de match. Ça interrompt beaucoup plus. Ça amène à des allers-retours un peu. On l'a vu pendant la Coupe du Monde pour la France d'ailleurs face à la Tunisie, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à un arbitre qui parle en continu dans un micro au vu et au su de tous les spectateurs. Quand la vie tient à une bouteille de ketchup, un naufragé a survécu 24 jours en mer avec un régime alimentaire plutôt sommaire. Oui, l'histoire commence comme un cauchemar pour cet habitant de la Dominique. Le mois dernier, il réparait un voilier à Saint-Martin dans les Antilles lorsqu'une bourrasque l'a emporté au large. Sauf que ce monsieur, il n'est pas du tout marin. Il n'avait aucune connaissance en navigation. Il s'est donc retrouvé coincé sur un voilier à la dérive 24 jours en pleine mer, sans aucun repère, sans savoir où il se trouvait, à tenter de ne pas désespérer. Il dit qu'il a survécu en pensant à sa famille pour tenir. Il a écrit le mot « help » à l'aide sur la coque du navire et pendant plusieurs semaines, il a dû concocter une mixture avec les seuls aliments qu'il avait sous la main, une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des bouillons cubes Magie. Une idée de génie, il en a une, puisque il y a quelques jours, en voyant passer un avion, il a saisi un miroir pour envoyer des reflets de lumière, attirer l'attention vers lui, et ça a marché. Il a vu l'avion repasser une deuxième fois. Là, il a compris qu'il avait enfin été repéré depuis là-haut. La marine colombienne est venue le récupérer peu après, accompagné par un navire marchand. Notre infortuné navigateur se trouve désormais dans les mains des services colombiens d'immigration qui devraient le renvoyer vers la Dominique. Vous penserez à lui maintenant quand vous mettrez du ketchup dans vos frites. Il a la frite, le gars. Et attendez, parce que ça veut dire Saint-Martin, Carthagène, en fait, en Colombie. Oui, c'est ça. Vous lui demanderez la question. Il a dérivé, Oui, il a dérivé. Et vous aussi, vous dérivez. Ça y est, on sort la matraque, on sort l'argument d'autorité. Très bien. Il était à 200 km environ des côtes colombiennes. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour avec cette grève contre la réforme des retraites, un appel de l'intersyndicale. 8 syndicats ont fait front. Aujourd'hui, mobilisation très importante. Le ministère de l'Intérieur annonce plus d'1 million de personnes dans les rues. 0826 300, vous voulez nous en parler? Vous avez assisté à cette mobilisation. Vous n'avez pas assisté pour votre choix. En tout cas, vous nous le dites. On vous attend au standard avec Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy. C'est pas eux au standard, c'est Aude. J'aurais adoré, mais c'est pas eux. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, merci en tout cas de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous compte tous les jours, bien sûr, un par un, on va chez vous en disant que vous avez écouté de telle heure à telle heure, merci beaucoup, on vous remercie. Beaucoup de mobilisation en tout cas sur Sud Radio et beaucoup de mobilisation dans la rue. Philippe, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur annonce plus d'1 million de personnes, donc voilà, on fera un point bien entendu, et on va parler de cette mobilisation intersyndicale. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, François de Rugy est avec nous et vous au 0826 300 300. Bienvenue, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions. La confrontation d'idées peut se faire sans agiter les peurs. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Nous allons montrer que si à l'Assemblée nationale le gouvernement peut utiliser le 49.3, peut braquer les débats dans la rue, il ne pourra pas y avoir de 49.3, nous serons là. Nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement. C'est aussi la démocratie sociale, les gens dans la rue, ça participe. C'est ça un peuple vivant. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Ce bras de fer est inutile. Bienvenue sur Sud Radio, on débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, François de Rugy avec cette question, la forte mobilisation peut-elle faire plier le gouvernement? Pour l'instant vous dites oui à 59% avec Paysan 47 qui nous dit Macron est un désastre, il ne fait que cliver, avec Panit qui nous dit c'est foutu, c'est déjà acté. Philippe Bilger peut-être? Alors encore une fois Cécile, Philippe, je ne fuis pas mes responsabilités de chroniqueur en disant que des deux côtés il y a des raisons que je peux admettre. Je veux dire, je trouve complètement absurde de dire, comme le président l'a dit,
que les opposants sont irresponsables, ils ne sont pas complètement absurdes, ils ne manifestent pas pour rien. Et de l'autre côté, les opposants, avec une sorte de malignité, font semblant de ne pas comprendre qu'il peut y avoir des justifications à une réforme des retraites. Mais ce qui me fait très peur, objectivement, c'est que je n'imagine pas une seconde le gouvernement revenir sur l'essentiel de ce qui est contesté, le report à 64 ans. Si vous avez envie de témoigner pour ou contre cette mobilisation à 0826 300 300, Françoise de Gois. Moi, je ne peux pas jouer Madame Irma. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la mobilisation, de mon point de vue, est encore plus forte que ce que je l'attendais, dans le sens où elle est plus étale. On savait qu'il y aurait un gros cortège à Paris, il est énorme, hein. Depuis très longtemps on n'avait pas vu autant de manifestants à Paris, mais elle est étale dans les petites et les villes moyennes, c'est ça qui m'intéresse. Des scores qu'on enregistre, j'en parlais avec Philippe Davis tout à l'heure, 5000 manifestants à Mont-de-Marsan, c'est du jamais vu à part depuis Charlie. 7000 manifestants à Digne, c'est inimaginable. À Gap, dans les petites et moyennes villes, à Tarbes également. Donc ça veut dire que il y a au-delà de la réforme des retraites, il y a la réforme des retraites, il y a une façon d'envisager l'avenir pour notre pays. Donc, il y a une colère en tout cas. Il y a une colère. Moi, je crois que rien n'est joué, si vous voulez, d'abord parce qu'à l'Assemblée, il va y avoir un débat rude, parce que je pense que les Républicains n'ont pas dit leur dernier mot. En tout cas, vous avez une partie des Républicains qui votera contre, avec Aurélien Pradié en tête. Je crois que ça regimbe dans la majorité, même si Olivier Véran a expliqué que tout le monde votera, nous n'en savons absolument rien. J'entends les arguments de gens comme Patrick Vignal ou Liberté des Territoires. Et puis, voilà. Et je crois que la rue peut faire bouger. Vous savez, on ne bouge pas jusqu'au moment où on bouge. Ça, c'est vraiment un grand classique de tous les gouvernements. C'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Je tiens, et après, je lâche du lest. C'est pas vrai que la rue n'a jamais rien obtenu. Les Gilets jaunes, en 2018, ont obtenu déjà le retrait de la taxe, par exemple. Le CPE, bien sûr, a été retiré. Je crois, 2020, le gouvernement est sauvé par le gong du Covid, mais la réalité, c'est que les mobilisations a duré 55 jours. Donc, oui, je crois qu'on peut faire lâcher du lest. Emmanuel Macron ne le veut pas, il l'a redit en Espagne, il a redit Urbi et Orbi, je ne céderai rien jusqu'au moment où on cède. Il faut simplement que la manifestation et les mobilisations continuent. Est-ce que ça peut céder, François de Rugy ? En théorie, oui, c'est déjà arrivé qu'un gouvernement recule devant les manifestations. 95 sur la retraite. Bon, il y a eu, en revanche, la dernière fois que on a touché à l'âge de la retraite, c'était sous Nicolas Sarkozy, passé de 60 à 62 ans. Il y a eu énormément de manifestations. Il y a eu plusieurs millions de personnes dans la rue sur ce sujet, et pour autant le projet de loi est allé au bout. Le débat parlementaire a été très très vif, j'étais moi-même député donc je m'en souviens très bien. Je pense que dans ce cas présent c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or je pense, c'est peut-être parce que je suis un ancien député, mais quand même je vois dans la dynamique ou pas autour de ce sujet. Aujourd'hui, c'était un peu le round d'observation. Bon, le gouvernement a présenté son projet de loi la semaine dernière. Il y a le premier rassemblement. Bon, chacun marque ses positions et marque son territoire, en quelque sorte. C'est normal. Mais pour moi, le vrai moment où on va voir si ça penche d'un côté ou de l'autre, c'est l'Assemblée nationale. Parce que si, à l'Assemblée nationale, déjà, le débat s'enlise complètement. Parce que des oppositions, j'entends la France Insoumise qui dit on va déposer 1000 amendements par député. Ils sont 75. Donc 75 000 amendements. Ça veut dire qu'on peut même pas aller au bout du débat. Si au contraire, le débat a lieu, qu'il y a un vote et qu'il est majoritairement pour, et là, bon, on peut toujours faire des manifestations, mais à un moment donné, on peut pas empêcher les institutions de fonctionner. En tout cas, on va aller sur le terrain. 0826 300 300 avec Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous avez manifesté. Je continue à manifester. Je suis toujours dans le cortège. On n'est toujours pas à Nation. Donc voilà. Alors comment ça se passe? C'est dans quelle ambiance? Il y a beaucoup de monde. Que disent les gens? Racontez-nous, Sylvie. Écoutez, apparemment, alors, comme nous, on est dans le cortège, on voit pas trop, mais effectivement, il y a énormément de monde. Alors moi, je suis adhérente à la CFDT. Alors on est dans le. Ils ont séparé apparemment en deux parce qu'il y avait trop de monde. Donc ça, c'est super. On est super contents. On n'est pas encore à Nation, on est encore à 1 kilomètre. Alors, on ne sait pas si on va y arriver, mais c'est super ambiance. Enfin, voilà, bien organisé. Moi, j'avais pas manifesté depuis le lycée, donc. Du coup, c'est bien et on est content si ça peut faire bouger les choses parce que c'est important. Moi, j'ai
voilà, je suis de 64, j'ai 58 ans, voilà, je suis en plein dedans, je suis une femme, donc du coup, il faut faire bouger les choses. Françoise de Gois qui veut vous d'abandonner la Légion d'honneur pour vous, puisque vous êtes encore en train de manifester, ça va être la bonne surprise du soir. Mais déjà, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes la CFDT, alors vous êtes une denrée précieuse, évidemment, parce que la CFDT, je rappelle, c'est historique, hein, ça n'était plus arrivé depuis je ne sais plus combien de temps, en tout cas que le front syndical soit unitaire de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de monde à Paris que le cortège a été coupé en deux. Ils ont été obligés de faire une dérivation. C'est dire si on est devant quelque chose d'extrêmement massif. Il est impossible, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui êtes dans la manifestation. On a plein d'auditeurs, hein, il François, est impossible que Emmanuel Macron ne tienne pas compte de ça. Moi, en fait, je voulais compléter un peu ma première intervention. Je n'imagine pas, non seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons personnelles, que Emmanuel Macron puisse céder même à la pression considérable de la rue, dans la mesure où ça voudrait dire que son quinquennat est radicalement fichu. Pardonnez-moi la familiarité. Oui. C'est fondamental, ça. Je suis d'accord. 0826 300 300, c'est Gilles qui nous appelle de Valence dans la Drôme. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Oui, et vous, comment ça va? Eh ben, très bien. Et vous êtes monté à Paris pour manifester depuis Valence? Alors, je suis souvent en région parisienne et ça tombait parfaitement bien parce que j'avais très très envie de manifester sur ce sujet. Et vous faites le même constat que Sylvie qui vient de nous parler, que vous avez entendu? Alors déjà, place de la République, pendant 2 heures, on n'a pas pu bouger. Il y a énormément de monde et ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui sont déjà à la retraite et moi je salue les retraités qui se montrent solidaires avec cette manifestation, puisque on sait que dans certains dires, certaines choses ont été dites en disant oui, ils sont pas solidaires, ils sont égoïstes. Non, je pense que les gens qui ont vraiment conscience de la situation, c'est normal, et je vais peut-être pas faire plaisir à Philippe Bilger, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et que j'aime beaucoup, parce que ses analyses sont très fines et parfois presque trop fines à vouloir aller dans toute dans la compréhension de tout le monde, si je peux me permettre. Non, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, c'est effectivement un mouvement pour dire voilà, stop, ça suffit, mais c'est aussi un mouvement sur la retraite, mais c'est un mouvement de ras-le-bol. On a aujourd'hui une classe, je fais pas des jugements de classe, j'aime tout le monde, mais que j'appelle les politico-nantis, c'est-à-dire les gens qui nous imposent des idées bien pensantes qui viennent d'eux, et quand ils se présentent à la télé, ils sont dans des costumes qui tiennent debout tout seuls. Ok. Mais moi, je vais vous dire, j'ai fait les Gilets jaunes et pourtant je touchais largement, enfin je gagnais très très bien ma vie, je l'ai fait pour les autres. Il y a dans ce monde des gens qui sont solidaires, il y a 200 millionnaires à Davos qui ont dit qu'il fallait les taxer, et je me dis ces gens-là, ils sont très bien parce que dans la cour de l'école, quand il leur restait un bonbon, ils le partageaient, alors que d'autres qui avaient encore leur sac complètement plein, ils partaient en courant pour essayer qu'on leur en prenne pas. C'est un mouvement de ras-le-bol. On en a marre que la société moyenne et la société la plus pauvre soit celle qui doit toujours apporter les solutions au nom de certains politiques, qui soient de droite ou de gauche. Ça, on en a ras-le-bol. Écoutez, ils font pas beaucoup d'efforts. Voilà. Avec nous, on a François de Rugy, forcément ancien ministre, donc il va pouvoir répondre à ce que vous dites. Je peux en parler d'autant plus librement, je ne le suis plus, justement. Mais Gilles, on ne peut pas dire ça, c'est des politiques qui nous imposent leurs idées de nantis. Enfin, d'abord, Emmanuel Macron, il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a dit « je veux repousser l'âge de la retraite à 65 ans ». Déjà, il a sans doute déjà un peu entendu que ça passait mal, donc il a déjà demandé à son gouvernement de ramener à 64 ans. Les députés qui ont été élus à l'Assemblée nationale sous l'étiquette d'Emmanuel Macron, ils ont dit aussi dans leur programme 65 ans. Arrêtez de dire que c'est des gens qui veulent vous imposer des idées. C'est la démocratie, qu'à un moment donné les gens présentent leurs propositions. Je rappelle que les Républicains étaient également à 65 ans. Maintenant qu'ils voient que ça conteste, ils disent aussi reculons un petit peu. Mais bon, la gauche avait dit 60 ans. Voilà, il y avait un vrai choix. Les Français ont choisi par leur vote. Vous ne pouvez pas dire c'est des nantis. Qu'est-ce que c'est que ce populisme à deux balles? Excusez-moi de le dire, mais moi je le dis de la façon que vous êtes exprimé, en taxant comme ça les politiques. Présentez-vous aux élections, monsieur. Présentez vos idées. Comment vous équilibrez le régime de retraite? Pas simplement avec des histoires de sacs de bonbons, parce que ça suffira pour équilibrer le régime de retraite. Gilles, allez-y. François de Rugy. Moi, je vais vous répondre sur ce point et je vais le faire avec beaucoup moins de passion et d'emballement que ce que vous venez de faire. La première chose, j'ai fait un métier pendant 40 ans. Non, mais il faut être passionné, mais il faut respecter aussi son interlocuteur. Oui, mais moi, je vous respecte. Alors, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait de la négociation pendant 40 ans. Quand vous me dites, monsieur Macron entendu, il n'a rien entendu du tout. Quand vous voulez négocier, vous connaissez votre objectif, vous proposez le pire. Alors pourquoi il est passé de 65 à 64 ?
en sachant très bien que son objectif c'était ça. Maintenant, quand je parle des politiques, etc., que vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est des gens qui n'ont pas forcément la réalité du quotidien. Il faut qu'on m'explique. La vie qu'ont les gens. Et des chiffres de déficit du régime de retraite. Il faut qu'on m'explique la vie qu'on donne à des gens aujourd'hui dans notre pays en étant tout fiers, à gagner 1200 balles par mois toute leur vie, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas rarement acheter leur résidence principale, ils ne peuvent pas constituer une épargne, ils peuvent rien faire et ensuite on les balance dans des EHPAD qui peuvent pas se payer. Si vous trouvez que c'est très social et très moralisateur et très respectueux de l'être humain, eh bien politique que vous êtes et que je ne serai jamais parce que je me présentais pas, je ne suis plus. Je suis sans être un espèce de gogo agité, je suis contre cette vision de la société qui fait que vous avez des gens qui rament toute leur vie, qui n'ont jamais de reconnaissance et qui peuvent pas se constituer un patrimoine. Alors moi je dis que, et j'en ai connu dans mon métier, quand on n'a plus travaillé parce qu'on l'a mérité, qu'on a très bien gagné sa vie parce qu'on l'a mérité, on a quand même réussi à se constituer un patrimoine. Et aujourd'hui, les politiques ne comprennent pas les gens qui gagnent 1200 balles par mois. Gilles, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose à Gilles là-dessus. Je plussois complètement. Je suis absolument d'accord. Il y a un problème de mais écoutez-moi. Il y a un problème majeur de redistribution. Et François de Rugy, même les gens de votre camp. Mais on est le pays qui redistribue le plus. Arrêtez avec ces mots valises. Mais c'est la réalité. Arrêtez avec la redistribution. Mais comparé avec les autres pays européens. Excusez-moi, je vous parle pas de ça. Je vous dis qu'il y a un problème d'enrichissement d'un petit nombre et le sentiment du plus grand nombre que ça n'est pas redistribué. Deuxièmement, votre argument, je vais dans le sens de Gilles parce qu'il ne l'a pas donné, mais je vais le compléter. Votre argument qui consiste à dire que les Français ont voté pour Emmanuel Macron à 65 ans, ça n'est pas vrai. Vous prenez les chiffres du premier tour, il est en tête derrière Le Pen, ils sont tous les trois dans un mouchoir de poche. Ok, prenons le second tour. Vous imaginez que nous avons voté Emmanuel Macron. Mais il y a eu les législatives après. Les législatives, vous avez une majorité relative. Elle est là, mais la gauche avec la retraite à 60 ans était minoritaire. La réalité est là, vous n'avez pas une majorité absolue. Donc ça veut dire que ce pays n'a pas voté Macron pour la réforme des retraites. S'il vous plaît. Gilles, vous restez avec nous. Adonis est avec nous, il nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Adonis. Bonsoir Adonis. Quel joli prénom, Adonis. Il y a un grand poète grec. Oui, c'est beau. Adonis, vous avez... On va vous écouter avec bienveillance, Adonis. Vous avez manifesté à Bordeaux et vous dites aussi forte mobilisation. Oui, forte, effectivement. Alors bonsoir d'abord à tout le monde, avant de commencer à parler de ça. Et mes meilleurs vœux de santé surtout pour 2023. Merci Adonis. Merci. Oui, alors effectivement, le monsieur là, c'est-à-dire Gilles, j'ai bien tout suivi. Oui. Alors il a tout résumé. Enfin pour moi, je le rejoins à 100% de ce qu'il vient de vous raconter, parce que c'est exactement ça. C'est mon ressenti. Moi aussi, je ne suis pas quelqu'un. C'est bien la première fois que je vais manifester. J'ai 54 ans, donc c'est la première fois. Vous travaillez dans quoi, Denis? On peut vous demander? Dans le nucléaire. D'accord, très bien. Je travaille sur le CNPE du Blayais. D'accord. À Bro et Saint-Louis. Et une forte mobilisation autour de vous? Oui, tout à fait, une forte mobilisation. Effectivement, beaucoup de retraités, ce que vient de vous rappeler Gilles. Beaucoup de jeunes aussi, on a vu des jeunes, beaucoup dans les cortèges, vous confirmez? Oui, des jeunes. Mais bon, en toute honnêteté, c'est quand même pas la population majoritaire dans le cortège. Mais par contre, oui, effectivement, les retraités, et ça fait bien plaisir de voir que ces gens-là, quand même, prennent conscience de ce qui nous attend à nous. Donc, ce que je voulais préciser aussi, moi je ne suis pas syndiqué ni rien du tout. Donc voilà, vous êtes freelance. Qu'on soit bien d'accord. Bougez pas, Adonis. Philippe Bilger. Adonis, tout à l'heure, j'ai entendu Gilles et vous maintenant. Comment dire? Je comprends bien qu'on puisse contester politiquement et socialement la réforme prévue pour les retraites. Mais est-ce que vous n'avez pas l'un et l'autre une vision un peu brutalement manichéenne de l'état de la France aujourd'hui? Je veux dire, on peut être hostile à Emmanuel Macron sans avoir cette vision, pardon de le dire, un peu caricaturale des forces en présence. Vous n'avez pas de sentiment? Écoutez, Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part, ça fait 6 ans maintenant qu'il est au pouvoir, grosso modo. Depuis que ce monsieur a pris le pouvoir, je suis désolé, mais de par
un certain comportement de par cette façon prétentieuse, orgueilleuse. Ça porte sur les nerfs aux gens. Il y a effectivement, il y a une politique qui est là, effectivement. Mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est cette espèce de morgue. Il est au-dessus de tout là, et on a l'impression qu'on nous prend, disons le mot, pour des cons, quoi. Voilà. Rapidement, François de Rugy, vous pouvez répondre, mais vous avez 30 secondes. Monsieur, si j'ai bien compris, vous travaillez à EDF. Non, je suis prestataire. Oui. Enfin, vous savez par exemple que M. Macron, que vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup, il a décidé de nationaliser EDF. Et si c'était une politique de droite pour les nantis, pour les riches, etc., on ne dépenserait pas de l'argent public pour remettre dans le giron 100% public ce pourquoi vous travaillez, c'est-à-dire notamment les centrales nucléaires. Tout à fait. Non, mais vous savez, je pense donc que c'est pas aussi caricatural comme disait Philippe Bilger que ce que disait Gilles avant. Je pense que. Non, laissez parler à Denis, Françoise. Ce que je peux rappeler à Monsieur de Rugy, vite. C'est que je suis un ancien Alstom. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Donc, j'ai suivi un petit peu l'affaire de près, étant donné que j'étais au cœur du problème. Si vous voulez, ça fait pas très plaisir tout ça. Alors là, on va dire oui, mais là vous parlez à titre personnel, mais non, mais il y a plein de choses. En tout cas, Adonis, pardon, je suis désolée, on est obligé de lâcher parce qu'on a un problème. Merci mille fois de nous avoir appelés. En tout cas, merci beaucoup, Adonis, merci à Gilles. Merci à vous, et puis écoutez, bonne continuation, et puis une prochaine fois peut-être. Avec plaisir. Merci Adonis, merci Gilles, merci Sylvie, merci pour vos appels au 0826 300 300. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz. Le quiz de l'actu, ça va nous détendre un petit peu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas d'être avec nous dans cette journée spéciale de mobilisation un petit peu partout en France. Merci à tous nos éditeurs en tout cas de nous relayer des informations. On continuera bien sûr avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec François de Rugy. Il a été enlevé par un manifestant jusqu'à 19h. En attendant tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et pour jouer avec nous, Adonis, c'est avec nous. Rebonsoir, Adonis. Rebonsoir. Comment ça va, Adonis? Depuis tout à l'heure, ça va toujours bien. Là, vous êtes descendu parce que vous allez pouvoir jouer. Vous allez pouvoir jouer contre qui ce soir? Écoutez, peut-être Françoise Degois. Françoise Degois. Attention, Françoise Degois. Il a quelque chose à gagner, Adonis, à part le plaisir d'être avec nous? Non, le plaisir d'être avec nous. Voilà, absolument. Bon, allez, Adonis, allez, on y va. Vous êtes prêt ou pas, Adonis? Écoutez, oui, alors je sais pas quoi sans... Alors, un quiz, je sais ce que... Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. On va vous donner l'intitulé d'une question. Vous allez, voilà. Si vous n'avez pas la réponse, on vous propose 3 possibilités. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? Et les autres, tout à fait. Et les autres ont le droit de vous aider, ce qui est plutôt assez sympathique. Moi. Voilà. En fait, puisque vous jouez contre moi, Adonis, ça m'ennuie. Ah oui, ça va être un combat fratricide. Je ne vais pas jouer contre un manifestant. Moi, ça me fait mal au cœur. Je peux jouer avec lui. On peut changer la règle. Non, c'est comme ça. Vous allez jouer contre un manifestant. Ne vous inquiétez pas. Ouais, vous allez battre, Adonis. Écoutez, et c'est un quiz spécial mobilisation. Écoutez bien. Question mobilisation de 1995. Oui. Qui était Premier ministre lors de la grève de 1995? Alain Juppé. Bonne réponse. Il l'a dit, Adonis. Il a été plus rapide que vous. Plus rapide que vous. Il est de Bordeaux. Pas entendu. Adonis, vous nous avez dit donc à Alain Juppé, vous venez de gagner 2 points. Il est bon, Adonis. Attention, Françoise. Soyez, il est vif. Il est droit dans ses bottes. Il est oui. Adonis. C'est bon ça. Avec le temps qu'il fait à Bordeaux, ça m'étonne pas. Il fait toujours beau à Bordeaux. Allez, on va un peu en arrière. Question mobilisation de 1986. À la suite de quel événement le gouvernement Chirac a-t-il retiré le projet de loi Devaquet pendant la grève étudiante de 86? Non, c'est peu, rien à voir. La mort de Malik Oussekine. Bonne réponse de François de Rugy. 2 points. La mort, effectivement, de Malik Oussekine. Avec des policiers voltigeurs. Le CPE, c'était 20 ans plus tard. Non, mais je sais bien, c'est depuis pas. Non, mais j'ai complètement confondu. Bien sûr, Malik Oussekine, évidemment. En tout cas, voilà, ça fait 2 points pour Adonis. Et 2 points pour François de Rugy. Ils sont pas à l'ouest, le Nantais et le Bordelais. Non, ça va, ils sont. Attention. C'est bien foot, mis à part. Adonis, attention, c'est une question. Qui qu'a dit? Qui qu'a dit?
Philippe Bilger. Qui n'a dit? Non, on cite que des grands esprits. Merci Philippe. Qui a dit, écoutez bien Adonis, Monsieur Macron, il ne sait pas ce qu'est le syndicalisme. Pour lui, nous sommes des boulets. Philippe Martinez. Ouais, alors, oui, j'allais le dire. Mais bon. Il ne faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas me faire plier par François de Rugy non plus. On l'écoute. On l'écoute. Écoutez la question. On l'écoute. Je suis solidaire. Monsieur Macron, il ne sait pas ce que c'est que le syndicalisme. Donc pour lui, on est des boulets. Voilà, on est des boulets, bon comme ça c'est réglé. Une question retraite, Philippe. Attention, Adonis. Attention, Adonis. Ouvrez bien les oreilles. Quel point de réforme des retraites a opposé la CFDT et le gouvernement d'Édouard Philippe? L'âge légal. L'âge pivot, exactement. C'est l'âge pivot. Bonne réponse de François de Rugy. L'âge pivot est pas légal. Plus personne n'est capable d'expliquer ce qu'était l'âge pivot. Vous devenez un pivot de l'émission. C'était une espèce d'usine à gaz. Attention, Adonis, est-ce que vous aviez la réponse? Non. Vous aviez la Qu'est-ce qu'il est honnête, En Adonis? plus, il est honnête. Dernière Il n'est question. pas politique. Dernière question. Écoutez bien, Adonis. C'est une question qui a dit. Qui a dit les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires, ça serait bien qu'on leur coupe l'électricité. Philippe Martinez. Ah bah alors là, Adonis, ensemble, mais on l'a dit en même temps. Mais vous avez pas Philippe de carte d'identité. C'était un quiz pour Martinez. Non, on l'a dit en même temps. Excusez-moi. Adonis l'a dit 2 fois, il l'a répété. Adonis, c'est vous qui avez gagné. Bravo. Non, ils sont 4 ans. Est-ce que Adonis peut nous dire s'il est d'accord ou pas avec les coupures d'électricité, puisque Adonis travaille dans une centrale? Bah oui, mais là, non, c'est pas possible, parce que là, on envoie la pub. Il y a eu une coupure d'électricité. Si vous posez des questions. Adonis nous tiendra au courant. Adonis, oh là, c'est bon, ça c'est bon. Adonis, merci beaucoup. Mon cher Philippe. Merci beaucoup, Adonis. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à tous. Merci Adonis pour vos Très joli prénom. On vous embrasse très fort, Adonis. De même, merci et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Restez avec nous, c'est les vraies voix. Ça parle beaucoup. Philippe Bilger, Françoise Degois, François de Rugy, c'est le trio infernal. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, c'est dans quelques instants. Et n'oubliez pas, 0826 300 300, cette émission est par vous et pour vous. On vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes chanceux, vous les aurez encore pendant 1 heure. Ça discute, ça papote. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous. Vous avez beaucoup de chance de nous avoir tous les deux. François de Rugy est avec nous. Rugy aussi. Ouais. Vous, c'est bien aussi. Vous voyez qui je vise. Vous visez Philippe David peut-être. Voilà, c'est Philippe tout. David. Maman, j'ai décidé d'être très méchante avec lui. Mais on va finir par l'aimer à force. Je t'aime, mon gros loulou. Eh ben dites donc, je t'aime mon gros loulou. Voilà, c'est qui a dit je t'aime mon gros loulou. Qui a dit je t'aime mon gros loulou. Je pense quand même que on est en train de descendre, si vous voulez, dans les bas-fonds. On est en train de parler de loulou, c'est en train de se gaster. Ça sent la Poméranie. Très bonne. Calembour à double détente. Ça sent la Poméranie, tu pourrais pas dire ça. Allez, on y va les enfants. On y va. Revenons aux grèves. Stop les enfants, on y va dans un instant avec Félix Mathieu, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis tout de suite, eh bien c'est le journal des belles innovations. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Philippe David. Oui, actualité morose, vous savez, entre grève, manifestation. On va pas faire de mots du jour, on va pas faire de coup de cœur ou de coup de gueule, mais un journal des belles innovations, histoire de montrer que le progrès existe encore et toujours, et que ça donne de l'espoir pour les temps à venir. Le 19 janvier marquant des anniversaires importants. Ouais. Il y a 120 ans aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Le 19 janvier 1903, l'Académie Goncourt était officiellement reconnue par un décret du président du Conseil, Émile Combes. Une académie qui désigne les lauréats du prix. C'est un Combes, oui. Deuxième raison de ne pas aimer Combes. Une académie qui désigne les lauréats du prestigieux prix Goncourt, et même si on ne comprend pas comment, libre propos d'un inclassable, l'homme qui n'avait pas d'amis, et écologisme ou gauchisme, il faut choisir, n'ont pas gagné le Goncourt, puisque ce sont 3 livres de nos 3 vraies voix du jour. Il fallait bien rendre hommage à cette illustre académie. Autre anniversaire, il y a 40 ans aujourd'hui, Apple lançait le premier ordinateur équipé tout à la fois d'une souris et d'un interface graphique, le Lisa.
une technologie grâce à laquelle Philippe Bilger a pu découvrir le site bigboost.com. Françoise Degois a pu écrire sur agauchetout.fr et François de Rugy faire ses courses sur omarpoicher.com. Entre 120 ans et 40 ans, il y a aussi un autre anniversaire, puisque Janis Joplin aurait eu 80 ans aujourd'hui. Et même si les vraies voix, c'est bon pour le moral, Cry Baby. Elle a les doigts coincés dans la porte, c'est pour ça qu'il fait c'est génial, c'est bien. Tout ça, tout ça. 27, c'est ça. Voilà, c'est le journal des bonnes nouvelles. C'est bien. 27 ans. C'est bien le journal des bonnes nouvelles. Mais est-ce que t'avais pas d'inspiration aujourd'hui? T'as pris l'AFP avec... Non, c'est Cécile qui... En réunion, je lui ai dit, il faut donner des bonnes nouvelles. Il faut arrêter de râler. Je constate quand même que toutes les bonnes nouvelles sont prises dans le passé, en fait. Et du coup, moi j'avais une question, c'est est-ce que les gens qui ont été nommés à l'Académie Goncourt en 1903, c'est encore ceux qui sont aujourd'hui... Mais non, mais Cécile me dit, fais ça, ce sera bien. Et puis j'ai pensé à une citation. T'as oublié François Giraud quand même. Oui, mais ça donne pas un contron. Et c'est pas 19, c'est 19 janvier. 19 janvier, c'est pas le 19 janvier, je crois. Mais c'est pas un contron, c'est pas 120, 40 ou 80. Voilà, c'est ça. Mais dis donc, c'est Et oui, c'est 120, 40, 80. Et ça suffit comme mort. Non, mais tu sais quoi, Philippe, ils ne sont jamais contents. Et j'allais plus loin, ils sont carrément méchants, jamais contents. Allez, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça t'est avec Félix Mathieu, le retour parmi les mots-clés top tendance, Félix, ce soir. Sur Twitter, réforme des retraites et grève 19 janvier. Avec pour l'ambiance cette photo qui tourne d'un tram barbecue, c'est merguez en train de cuire sur un barbecue à roulettes emboîté sur les rails de tram sur le parcours du défilé. Bah oui, c'est pratique. Dans le cortège, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui tweet à propos des déclarations d'Emmanuel Macron depuis l'Espagne. Le chef de l'État, vous le savez, a fini par évoquer cet après-midi la réforme des retraites tout à l'heure, en renvoyant finalement les opposants à la légitimité de son élection l'année dernière. Il y a dans une démocratie des règles et un bon fonctionnement. Il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Sauf que Fabien Roussel met en balance dans la même vidéo avec un montage cette déclaration et cet autre propos d'Emmanuel Macron le soir de sa réélection. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Tout bien. Voilà. Le résumé de Fabien Roussel est le suivant. Macron, en avril 2022, nous dit « Je sais que tous les Français n'ont pas voté pour moi pour mon programme et leur vote m'oblige ». Macron, en janvier 2023, nous dit « J'ai été élu pour faire la réforme des retraites ». Et le secrétaire national du Parti communiste de conclure « Macron va finir par être son propre premier opposant ». Merci beaucoup, Félix Mathieu. Une réaction peut-être, Françoise Degois, toujours. Sur la légitimité, moi j'ai jamais mis en cause au grand jamais la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron, que ce soit en 2017 ou en 2022. Voilà, l'élection est sacrée, mais la réalité est que nous n'avons pas voté Emmanuel Macron au second tour pour la réforme des retraites, pour la réforme de l'assurance chômage, en aucun cas. Nous savions ce qui nous attendait, mais entre le pire et le plus pire encore, si je puis m'exprimer ainsi, les Français ont fait un choix de responsabilité. Ils n'entendent rien, il ne retient rien. Je trouve à la longue un peu facile d'opposer en permanence des propos d'hier à ceux d'aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Les Kikadi d'hier, Kikadi d'aujourd'hui. Voilà, absolument. Alors on peut, sur les retraites, la déclaration de 2009 est passionnante, mais on ne peut pas le faire pour tout. Même un président, à la rigueur, aurait le droit d'évoluer au regard du réel qu'il affronte. François de Rugy,
Non, moi je voulais demander à Félix Mathieu si sur Twitter il y avait eu un échange entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau sur le tram barbecue. C'est vrai qu'ils auraient pu évoquer le virilisme de ce tram barbecue, mais je ne crois pas. Les saucisses, le vin rouge, le fromage. Il fait quand même de Rugy, là, il est en train de se vrévoiser alors d'une façon incroyable. Moi, j'avoue, c'est quand même plus sympa que l'Assemblée nationale. J'avoue qu'il envoie le steak là pour le débat sur les burgers. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de la table de l'actu des vraies voix. On va parler livre avec Philippe Bilger, mais fragile, c'est joli. Bah voilà. Et Françoise de Gois, vous allez revenir sur la démission de la première ministre néo-zélandaise. Et vous, François de Rugy, vous cherchez les ennuis. Hein. Vous allez parler régimes spéciaux de retraite. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Vous voulez commenter ou assister au débat ou participer 0826 300 300. On vous attend. Ce sont les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous espère heureux, détendu, même si le contexte est difficile. En tout cas, on pense bien à vous. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone des vraies voix et de l'ensemble de la grille d'ailleurs de Sud Radio. Et on vous remercie pour votre fidélité au quotidien, vos petits messages sur Twitter qui nous touchent énormément. Vous pouvez nous appeler, on vous prendra bien sûr à l'antenne. C'est votre émission Sud Radio. Ça dépend lesquels quand même, pour les messages Twitter. Est-ce qu'on a le droit d'appeler l'émission en anonyme? Nous-mêmes. Oui. Parce que on va pas reconnaître votre voix, il n'y a aucun risque. Je vais la déformer, Françoise, je vais vous poser plein de vous questions. êtes fiché de toute façon. C'est-à-dire Ah que oui, de toute façon, Tout à l'heure, il y a eu Paysan 47. Je me suis demandé si c'était Aurélien Pradier. Oui, Justement. Un auditeur très fidèle et très sympa. Il est très présent. Et très sympa. En tout cas, vous venez de reconnaître la voix de François de Rugy, de Françoise de Gois, de Philippe Bilger et vous, 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de l'actu. Vous avez dit que Françoise a été fichée S comme socialiste? Non, oui, c'est exactement. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Effectivement, on a assez perdu de temps comme ça. On démarre avec Philippe Bilger. Ce livre, Jérôme Garcin, mais fragile, qui est sorti le 5 janvier. J'aime beaucoup Jérôme Garcin, qui est quelqu'un qui a une grande influence dans le milieu artistique et culturel, mais fragile. C'est un livre qui continue un petit peu la relation de sa vie familiale, des gens qu'il connaît, des êtres qu'il a perdus. Et là, en l'occurrence, c'est un livre court, mais déchirant, sur la mort de sa mère et la mort de son frère, qui était un petit peu handicapé, pour faire vite. Et c'est très étonnant de la part de cet auteur qui est dans la vie une personnalité infiniment retenue, de se livrer avec une sorte d'indécence flamboyante à cette exposition des tragédies finales, beaucoup hospitalières. Et le seul reproche que je ferai à ce très beau petit livre, c'est que il y a un contraste entre la splendeur du style et la misère tragique de ce qu'il décrit. Par moments, on se dit que c'est presque trop, par certains côtés. Ouais, Jérôme Garcin, immense critique littéraire. J'avais été profondément touché par son livre sur la mort de son frère jumeau, Olivier, à l'âge de 6 ans, dans un accident de voiture. Et je suis frappé par le destin de Jérôme Garcin. C'est comment est-ce qu'on se remet finalement. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais le dévorer parce que je pense qu'il a effectivement un style flamboyant. La vie de Jérôme Garcin, avec vous oubliez de parler de son père. Vous oubliez son père qui meurt à 45 ans en se tuant à cheval. Donc c'est une espèce de destin, une tragédie. Il y a quelque chose presque de grec dans cette histoire. Et la capacité de cet homme, finalement, je l'écoutais en interview hier, il expliquait qu'il arrivait et qu'il avait la culpabilité parce qu'en plus il porte un chromosome X qui peut lui déclencher à tout instant une maladie neurodégénérative, et il se dit je vais le transmettre, je l'ai probablement transmis, et dans cet enfer karmique, j'ai envie de dire familial, il arrive à faire naître la beauté et une forme d'espoir. Et vous nous avez mis la patate là. Et son beau-père, Gérard Philippe, jeune. Absolument. C'est hors du commun quand même. Enfin, c'est inimaginable la capacité de résistance de Jérôme Garcin. Beaucoup de familles sont impactées par de multi-drames comme ça. Mais sauf qu'on n'en parle jamais. Non, non.
François, non. Après, moi, je n'ai pas lu ce livre, mais je le lirai bien volontiers, d'autant plus que Jérôme Garcin est quelqu'un qu'on prend toujours plaisir à entendre, d'ailleurs. C'est un homme de radio aussi. Mais on peut imaginer que malheureusement, les drames soient parfois plus source d'inspiration que les choses joyeuses, agréables et quotidiennes. Même s'il y a des grands livres sur le bonheur, mais c'est plus dans... C'est chiant le bonheur. Hein. Non, c'est pas chiant. Non, c'est pas chiant. De toute façon, Stendhal disait, on ne trouve pas le bonheur, mais que des instants de bonheur. Ouais. Et les vrais bons. Chaque jour de 17h à 19h. Excusez-moi, mais pour vivre pleinement le bonheur, il faut des malheurs à côté, sinon on ne le vit pas à 100%. Quelle sagesse. Non, quelle sagesse. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. Françoise Degois, écoutez. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. But it has also had its challenges. Françoise Degois, cette première ministre néo-zélandaise. Jacinda Ardern, vraiment une météorite exceptionnelle, travailliste, qui gagne les élections en 2017, qui les regagne, et qui, à 42 ans, explique tout simplement à ses électeurs, je ne peux pas continuer. Voilà. Je vais démissionner parce que je n'ai plus l'énergie. Alors, il faut dire qu'elle a été confrontée à beaucoup de choses. Elle a été confrontée à la tuerie de Christchurch, vous en souvenez certainement. Elle a été confrontée au Covid, qu'elle a d'ailleurs magnifiquement géré. Bon, alors la Nouvelle-Zélande, moi j'ai eu la chance d'y aller une seule fois, c'est un pays absolument magistral, mais je pense que c'est peut-être plus facile de gérer le Covid dans un pays comme la Nouvelle-Zélande qu'en France. Mais la réalité, c'est c'est une femme très innovante en termes d'écologie. C'est une des premières personnalités politiques qui a dit il faut tester la semaine des 4 jours parce que les entreprises vont gagner en rendement et il y a beaucoup d'entreprises qui ont joué le jeu et qui ont commencé à tester en Nouvelle-Zélande la semaine des 4 jours. Et donc c'est quelqu'un d'extrêmement innovante, moderne, et elle a cette modernité de renoncer, de dire voilà, je suis épuisée. Alors elle est un peu en baisse dans les sondages, et les gens disent, les mauvaises langues disent c'est parce qu'elle est en baisse dans les sondages. Moi je ne crois pas qu'une baisse dans les sondages puisse faire renoncer à la fonction suprême. Je salue cette façon-là de faire de la politique, ça me touche profondément. Petite réaction rapide parce qu'on n'aura pas assez le temps pour François ou pour Philippe. Réaction très rapide, Cécile, je voulais, le hasard fait bien les choses, parler de cela demain. Et je trouve qu'il y a une politique actuelle de renoncement dans tous les registres qui montre à quel point il y a des personnalités qui comprennent que l'orgueil c'est de renoncer plutôt que de durer. La fierté, la courage. François de Rugy, un mot rapide sur Jacinda Ardern. Il se trouve que j'avais eu l'occasion de la rencontrer à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans une réunion sur le climat, sur lequel elle tenait un discours à la fois très simple, très direct, très franc et de vérité, c'est-à-dire c'est difficile, il ne faut pas raconter d'histoire. Après, je ne la connais pas plus que ça, je ne sais pas quelles sont les raisons. Je trouve d'ailleurs qu'il faut ni glorifier la démission, ni en effet dire c'est parce qu'elle est en baisse dans les sondages. C'est respectable et c'est bien aussi qu'il y ait 5 ans et demi à la tête d'un pays, c'est déjà pas mal, et que donc il y ait une forme de rotation. Je n'imagine pas un homme dire ça. Si, le pape Ratzinger, par exemple, on n'a plus le temps. Alors, on parle du régime spéciaux de retraite, sinon vous n'aurez pas le temps d'exposer votre conférence. Oui, sur les régimes spéciaux, vous avez remarqué que dans le projet de loi sur les retraites, il n'y a pas la suppression des régimes spéciaux. On peut dire Emmanuel Macron a un peu renoncé à supprimer les régimes spéciaux. Et donc moi, je voulais vous parler d'un régime spécial de retraite qui a été supprimé il y a un peu plus de 5 ans. Ça s'est fait sans aucune manifestation, par le choix même de ceux qui étaient les premiers concernés. Et en l'occurrence, ça équivaut quand même à une baisse de la pension de retraite de 37%. Et ce régime spécial de retraite, c'est en effet celui des députés. Il se trouve que c'est moi qui étais président de l'Assemblée nationale. Je ne revendique pas la paternité à 100% de cette mesure, même si je l'avais initiée parce que c'est le bureau de l'Assemblée nationale, donc une instance collective, qui l'a pris à la quasi-unanimité. Et pourquoi je dis ça? Bien sûr, c'est un peu de la plaisanterie de dire qu'il n'y a pas eu de manifestation, parce que les députés n'allaient pas manifester sur leur propre sort, mais pour vous dire que, voilà, tout à l'heure, on avait un auditeur qui disait c'est une hantise politique, etc. À l'époque, on a fait le choix, on a dit c'est un choix. On n'attend pas qu'il y ait une réforme des retraites, une suppression des autres régimes spéciaux pour supprimer celui de l'Assemblée. On ne dit pas d'ailleurs que les députés doivent avoir un meilleur régime, un moins bon régime général. Et le mode de calcul, c'est celui du régime général. Et je trouve que ça devrait nous inviter un tout petit peu à réfléchir,
puisqu'il y a tout ce débat sur les retraites, sur c'est quoi le régime général qu'on est capable toutes et tous de supporter financièrement, c'est-à-dire de financer, et dont on est d'ailleurs évidemment toutes et tous capables d'en bénéficier à la fin de notre vie. Des beaux gestes. Ça n'a pas été salué plus que ça. Oui, et il y a plein de gens qui croient qu'il existe encore. Oui, c'est aussi pour ça que je rappelle régulièrement qu'il a été supprimé. Il était assez délirant, mais il était hyper favorable. Il était en vigueur dans bien d'autres pays. En gros, je résume, vous faites 5 ans, vous avez l'équivalent de 10 ans de cotisation, c'était ça. Non, il y avait à une époque, il a été réformé en 2 fois. En 2008, il y a eu une première réforme. Alors là, et il y avait double cotisation. Il y avait à peu près 1500 € de retraite pour 50 mandats. Donc, écoutez, c'est très juste. Et maintenant, ce n'est plus bien. Non, mais je trouve que c'est bien. C'est comme François Hollande baisse son salaire. Oui, ça fait partie des choses importantes. Et vous restez avec nous. Les François sont des gens bien. Peut-être pas les Françoises, mais... Dans quelques instants, on fera un point, on ira sur le terrain avec l'une de nos journalistes, Mathilde Julien sera avec nous. On fera un point sur cette mobilisation en France et en Occitanie. Et puis on reviendra sur la mobilisation des plus jeunes, en tout cas d'une jeune génération et des étudiants qui étaient incroyablement fortes aussi sur place. On en parlera. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On en parlera avec le syndicat étudiant l'UNEF. Non, on va en parler avec Léon Desfontaines, secrétaire général du MJCF, le mouvement des jeunes communistes de France. Et ben voilà. Très bien. Vous l'avez très bien dit. Je voulais savoir si vous suiviez. Allez, tout de suite. Jeune et communiste. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nos éditorialistes du jour. Françoise Degois est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, François de Rugy est avec nous. Ça va tout le monde? Vous êtes au top? Ça tombe bien. On va faire un meilleur avec Philippe David. C'est bon. C'est divin. Ah oui, c'est divin, c'est divin. On peut continuer encore un peu l'émission. Oui, ça n'est pas fini. Et on va faire un petit quiz jusqu'à 19h. Oui, vous le ferez dans votre chambre. Vous restez avec nous tout de suite. On part sur le terrain avec Mathilde Julien. Mathilde, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Oui. Bonsoir, bienvenue. La CGT espère dépasser le million. Mobilisation très forte dans toute la France et en Occitanie. Et vous y êtes, Mathilde Julien. Oui, et on peut vraiment dire que c'est une mobilisation historique dans la région, à commencer par Toulouse, en Haute-Garonne. On a eu environ 50 000 personnes. Et ce qu'on remarque dans l'Occitanie, c'est une forte participation dans les villes moyennes. Par exemple, la Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, environ 8 000 participants. On n'a pas vu ça depuis les grandes manifs de 95 et 2010 et les premiers rassemblements des Gilets jaunes en octobre 2018. Même chiffre à Carcassonne, environ 8 000 personnes ont défilé cet après-midi. Et si on ajoute Narbonne, ça donne plus de 14 000 personnes dans le département de l'Aude. Dans le Tarn à Castres, ils étaient entre 3 000 selon la police et 5 000 selon les organisateurs. Dans l'Ariège, la mobilisation est qualifiée aussi d'historique à l'échelle du département. Il y avait 5 000 personnes à Foix, selon la préfecture, mais 10 000 selon les syndicats, et c'est 1/10 de la population. Dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, les organisateurs revendiquent entre 15 000 et 20 000 manifestants. 12 000 selon la police. Voilà, on a toujours cette bataille des chiffres et la vérité se trouve au milieu. Dans l'Aveyron, c'est du jamais depuis 15 ans. Selon un journaliste local à Rodez, il y avait au moins 11 000 personnes et c'est plus que pendant la manifestation de soutien à Charlie Hebdo. Ça défilait aussi, bien sûr, dans le Gard. À Alès, ce matin, au moins 7 000 personnes. À Nîmes, la manifestation, elle a même pris du retard. Les organisateurs ont dû revoir le parcours parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a eu 8 000 personnes environ dans les rues de la cité romaine. Et maintenant, pour finir dans l'Hérault, là où j'étais moi ce matin, à Béziers, 2 000 personnes étaient attendues. Il y en avait au moins 5 000. À Montpellier, il serait 25 000 selon les syndicats, 15 000 selon la police à avoir défilé. Certains ont même fait aussi griller des saucisses et des merguez sur la place de la Comédie. Et il faut dire, c'est vrai que le temps s'y prêtait aujourd'hui dans la région avec un grand soleil malgré le froid, tout comme à Sète où moi j'étais ce matin. Il y avait environ 2500 personnes et c'est modeste, mais c'est quand même plus qu'en 2019. Pendant la première mobilisation contre la réforme des retraites, plusieurs responsables syndicaux que j'ai croisés s'étonnaient de cette forte mobilisation qui leur donne évidemment beaucoup d'espoir pour la suite du mouvement. Mathilde, les responsables syndicaux attendent de connaître la décision de l'intersyndicale ce soir et la suite de la conduite du mouvement qu'ils espèrent partie pour durer. Et oui, en tout cas, ceux que j'ai croisés ce matin avaient vraiment le sourire face au nombre de participants. Ils étaient étonnés, ils sentaient que ce mouvement transpartisan peut lancer un mouvement durable, sachant qu'il y a d'autres revendications qui s'agrègent dans ce contexte d'inflation. Et puis, il y avait des manifestations de tous âges, des personnes déjà retraitées, certaines qui sont proches du départ à la retraite. Il y avait aussi des trentenaires en début de carrière, des jeunes, dont des enfants, évidemment, embarqués par leurs parents, mais qui ne comprennent pas toujours tous les contours de
de cette contestation. Et il y avait des personnes qui manifestaient pour la première fois. J'ai croisé cette enseignante, Caroline, enseignante du premier degré, qui est déléguée à la CFDT, 37 ans, et qui ne se voit pas travailler quotidiennement en face de 30 élèves jusqu'à 64 ans, voire 67 pour toucher une retraite suffisante, d'autant que les profs, on le sait, rentrent plus tard dans la profession, ils ont 5 années d'études après le bac. Place aux jeunes, me dit-elle, qui auront plus d'énergie pour emmener les enfants en sortie scolaire et surtout leur donner le goût d'apprendre. Caroline, donc, qui manifestait pour la première fois ce matin à 7 et qui est décidée à poursuivre la grève si elle est reconduite. Merci beaucoup, Mathilde. Un mot, Philippe Bilger et Françoise Degois. Je me demande tout de même, face à cette manifestation massive dans toute la France, si c'est réellement le projet de réforme des retraites qui suscite cela, parce qu'on peut le contester, mais il n'est pas d'une brutalité bouleversante, ou si ça n'est pas de nouveau une opposition foncière à l'égard d'Emmanuel Macron, comme si les gens se défoulaient en quelque sorte après une réélection qui les a frustrés. Moi, c'est dur que vous disiez ça, parce que vous êtes, évidemment, nous sommes bien au chaud sur nos plateaux, vous êtes à la retraite depuis très longtemps et vous pratiquez une activité qui est du bonheur pour vous. Absolument. Mais c'est extrêmement violent pour des millions de gens, ce projet de loi. Vous avez la double peine, c'est-à-dire que vous avez l'allongement des cotisations et vous avez en plus de ça l'allongement du départ. Il y a des millions de gens, je le répète, Philippe, il ne faut pas qu'on parle comme si on était dans notre entre-soi. Il y a des millions de gens pour lesquels l'idée même de travailler un an et demi de plus est tout à fait insupportable. Donc il y a un problème, je pense, d'attitude d'Emmanuel Macron, mais on le dit à longueur d'année, c'est peut-être lui le principal obstacle à sa propre réforme, son comportement personnel, mais je crois vraiment que profondément, il faut qu'on sorte de nous-mêmes et comprendre que le travail, c'est aussi une souffrance pour des millions de gens. Françoise, on va en parler. Merci beaucoup Mathilde, Julien, d'avoir été avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on reste sur cette mobilisation contre la réforme des retraites qui rassemble largement les étudiants. Sont au rendez-vous, Philippe, visiblement. Oui, Cécile, le syndicat étudiant UNEF dénonce à travers la réforme le massacre de la jeunesse et des classes populaires et il a appelé dans un communiqué à prendre la rue massivement. Fin de citation. Il y avait beaucoup de lycéens, d'étudiants. Vous avez manifesté en tant que lycéen, qu'étudiant. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va faire un point directement avec notre invité pour changer. Léon De Fontaine est avec nous, secrétaire général du MJCF. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léon. L'occasion de faire un point avec vous justement sur cette mobilisation des jeunes. Léon ? Oui. On a une mobilisation des jeunes qui s'est annoncée beaucoup plus massive que ce qu'on pouvait attendre au début. Moi, j'étais ce matin en lien avec les jeunes communistes à travers le territoire et nous étions présents sur plus d'une centaine de blocus de lycéens. Et petit à petit, au fur et à mesure des cortèges, en fait, on a été nous-mêmes surpris de l'afflux du nombre de jeunes qui venaient aux différentes manifestations. Et j'ai aussi croisé durant la semaine des étudiants pour appeler à manifester. Et beaucoup d'étudiants me disaient qu'ils aimeraient bien se mobiliser, mais malheureusement, ils étaient en période de partiel, parce qu'il faut savoir que c'est aussi une période de partiel pour beaucoup d'étudiants, et qu'ils disaient qu'ils se mobiliseraient dans les dates futures à venir. Et au vu du succès de la journée, si le gouvernement ne revoit pas sa copie, je pense qu'on sera très vite confronté à de nouvelles mobilisations. Philippe Bilger. Est-ce que je voulais vous demander, et ne voyez pas dans ma question une quelconque provocation, compte tenu de la génération à laquelle j'appartiens, comment dirais-je, on avait une conception de la jeunesse qui était pur espoir, vous voyez, enthousiasme, volonté de créer son avenir. C'était d'une certaine manière un bonheur, quel que soit l'état du monde. Et j'ai l'impression que la vôtre, et je ne critique pas par principe, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous êtes envahi en permanence par une sorte d'angoisse. Comme si vous aviez perdu le sentiment que la jeunesse était aussi un trésor. Vous savez, j'ai écrit un livre justement sur ce, il s'appelle « Pour que jeunesse se fasse », qui parle justement de toute cette génération qui est riche d'un potentiel immense de changement de société et finalement qui se retrouve avec un avenir qui est de plus en plus morose, de plus en plus broyé par le système actuel. Et si on récapitule finalement les trois grandes réformes d'Emmanuel Macron, nous avons la réforme des retraites que nous connaissons actuellement, il souhaite nous faire travailler davantage, plus vieux. On a eu la réforme de l'apprentissage du lycée professionnel qui est en cours, il souhaite nous faire travailler plus jeunes. Et enfin, on a la réforme de l'assurance
l'allocation au chômage qui pousse à nous faire accepter des emplois précaires qui ne correspondent pas forcément à nos aspirations. Et finalement, eh bien, avec cette réforme des retraites, c'est la goutte d'eau pour de nombreux jeunes. Les jeunes ont envie justement d'être utiles à la société, de pouvoir produire des richesses, mais ils ne veulent pas que ça se fasse dans n'importe quelles conditions. Et c'est aussi pour cela, et moi c'est comme ça que je le ressens sur le terrain, c'est aussi pour cela que nous avons des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent. Et je pense qu'on peut se féliciter également de revoir des jeunes justement s'intéresser à la société, s'intéresser au travail, s'intéresser aux différents droits et de reprendre goût justement à l'engagement militant qui avait été trop longtemps décrié de la part des jeunes, et notamment lors des dernières élections présidentielles et législatives, vous avez été pointé du doigt le fait que les jeunes ne s'intéressaient plus assez à la politique. Et ben, je pense qu'aujourd'hui et dans les semaines à venir, on démontre tout à fait le contraire. Alors Léo Defontaine, on a deux mal avec la question de Philippe Bilger, parce que je la comprends pas. Je pense que la jeunesse est toujours porteuse d'espoir, même si, mais je pense simplement que ce qui se dessine devant la jeunesse, notre jeunesse qui a 18 ans, 20 ans, c'est un avenir absolument morose, parce que c'est la première fois en tout cas, c'est leur préoccupation majeure. Moi je le vois avec mes étudiants, j'ai été sidéré, leur préoccupation c'est véritablement l'environnement. C'est la première fois qu'ils vivent dans un endroit qui est menacé de survie, avec une espèce qui est menacée de survie. Et ça, cette imprégnation de la question environnementale sur la jeunesse, dans la jeunesse, on l'a absolument pas, on la sous-évalue en permanence. J'ai un peu de mal avec votre question, vraiment, parce que je trouve que vous reprenez sans le dire le thème des passions tristes, cher à Emmanuel Macron, et je suis absolument contre ça. Ce n'est pas parce qu'on combat, et ce n'est pas parce qu'on combat pour plus de justice que c'est une passion triste, bien au contraire. Bien au contraire, Philippe François de Rugy, je crois pas que vous avez fait des 68, ceci dit, mais bon. Il n'était pas né. Peut-être la descente des Champs-Élysées. Il n'était pas né. Mais c'était pas de ma faute. Mais j'ai découvert les situationnistes. Pardon, c'est passionnant. Les situationnistes. Contraire des communistes. D'où parles-tu? Restez avec nous, Léo Defontaine. Oui, deux choses. Une peut-être positive, une autre un peu moins. D'abord, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des jeunes qui s'engagent, qui soient militants. Vous n'avez pas les mêmes idées que moi. J'ai jamais été communiste et j'aurais jamais envie de le devenir. Mais je trouve ça bien que vous vous battiez pour ces idées et que vous soyez actifs dans la jeunesse qui est quand même, je pense, moins politisée aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je crois d'abord que sur les retraites, je ne crois pas qu'il y aura une très grande mobilisation de la jeunesse, parce que c'est quand même quelque chose qui paraît très très loin. Hein, la retraite pour un lycéen ou un étudiant, c'est dans 45 ans. Bon. Il peut se passer des choses. Après, 45 ans si la réforme passe. Mais... Oui, bon, allez, 44 ans, alors avec l'âge actuel, même 42 ans si on revenait à 60 ans. Mais surtout, moi j'aimerais bien que vous qui êtes militant, qui êtes de gauche, normalement quand on est de gauche, on croit que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. On croit qu'il peut y avoir du progrès. Donc entraînons aussi les jeunes vers l'espoir sur le climat, par exemple, parce que Françoise de Gaulle l'a dit, et je partage son point de vue sur le fait que c'est peut-être ce qui implique aujourd'hui le plus la génération, la jeune génération. C'est très dur, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Moi, quand j'étais jeune, il y avait encore le mur de Berlin, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Moi, je faisais des exposés au collège là-dessus, et on pensait que ça ne s'arrêterait jamais. Et on n'avait aucune prise. Je veux dire, un jeune Français n'avait aucune prise sur l'Union soviétique, ou n'avait aucune prise sur l'apartheid en Afrique du Sud. Ça a fini par tomber, pas grâce à notre action d'ailleurs, pour des raisons plutôt internes à ces pays. Et aujourd'hui, le climat, ça nous dépasse à bien des égards, mais en même temps, pour une génération, c'est un défi que l'on peut relever. Donc on devrait, c'est ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas le relever avec les difficiles. Non, mais François, ils veulent pas le relever avec les solutions libérales que vous portez. Attendez. Les jeunes ont aussi envie d'en prendre, etc. Léon Defontaine. Moi, je suis rempli d'optimisme, et encore plus après la mobilisation que nous avons vécue aujourd'hui. Je n'ai pas la même vision. Au contraire, je pense que les jeunes, justement, souhaitent reprendre leur avenir en main. Et c'est aussi pour ça qu'ils se mobilisent. En fait, on avait un constat depuis quelques années, justement, on a un constat d'une forme de lassitude de beaucoup de jeunes, notamment probablement du fait aussi de la pandémie, du fait que les jeunes, justement, ils s'étaient résignés à participer aux jeux politiques, résignés à participer à la vie de la société, etc. Et finalement, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'au contraire, on a une génération qui est porteuse d'espoir parce qu'elle dit justement, non seulement qu'elle ne veut pas de ces réformes libérales qui viennent détruire notre avenir, mais surtout qui souhaite s'investir dans la société. Moi, ce que je vois dans les jeunes que je croise, c'est des jeunes qui ont envie de travailler pour la société, qui ont envie d'avoir un travail aussi qui a un sens et qui soit utile pour la planète, mais
mais aussi pour les autres. Et je pense que c'est ça qui est vecteur d'espoir formidable dans cette génération. Et ce que j'observe, c'est que là, et j'ai eu les chiffres pendant qu'on discutait, on recense plus de 100 000 jeunes quand même qui se sont mobilisés. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu plus de 100 000 jeunes se mobiliser sur une réforme? Et ce qu'ils disent derrière la mobilisation pour la réforme des retraites, je partage, il n'y a pas que cette question des retraites. Il y a aussi cette question justement de se dire, mais quel projet de société on nous défend? Les jeunes se projettent dans le travail, ils se projettent dans leur emploi, et en fait, on est en train de leur dire que cet emploi, ils vont devoir accepter des emplois qui sont davantage précarisés que par rapport aux générations précédentes, et surtout qu'ils vont devoir trimer jusqu'à 60, 64, 65 ans, et certains, la plupart, ont des parents et ils voient ce que ça peut faire aussi sur le physique, sur le mental aussi, de devoir repousser cet âge de départ à la retraite. Et je pense qu'on ne se projette pas, en tout cas moi c'est mon cas, on ne se projette pas de la société de la même façon quand on voit justement que nos parents finalement, il y a une forme d'aigreur, de lassitude au travail qui s'installe parce que justement on a des réformes sur réformes qui poussent l'âge de départ à la retraite alors même qu'ils étaient parfois épanouis dans leur métier. Léon, si vous le permettez, une question un peu provocatrice de mon point de vue. Quand je vous entends parler de la jeunesse et de ses combats, j'ai l'impression que pour être jeune, il faut être de gauche. Est-ce que vous admettez qu'il y a une autre jeunesse qui est de droite et qu'elle vaut la peine d'être également écoutée? Bien sûr, il y a une jeunesse de droite. D'ailleurs, si on observe les sondages d'opinion, là, on voit même qu'une majorité des électeurs des Républicains rejettent cette réforme des retraites. Donc, il y a quand même une forme de consensus aujourd'hui qui est en train de s'installer dans la part de l'ensemble d'ailleurs des Françaises et des Français, dont les jeunes, pour rejeter cette réforme libérale. Et la réalité, c'est qu'au-delà de ça, vous avez dit gauche-droite, il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'abstiennent et qui ne participent plus aux jeux politiques. La question, c'est comment on va les réenchanter la politique. Et je suis persuadé que des mobilisations sociales, et je suis persuadé que M. De Rugy a dû participer plus jeune à quelques mobilisations sociales, on a des photos. Peut être vecteur de politisation. Et je pense que cette réforme des retraites, pour beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui 16, 17, 18 ans, 20 ans, où c'est leur première manifestation, vont pouvoir se réintéresser, réengagé politique. Léon Desfontaines, 20 secondes, est-ce que c'est une mobilisation pour une jeunesse qui va durer ou pas? Je suis persuadé que ça va durer. Aujourd'hui, on a été plus nombreux que ce qu'on pensait. Je vous ai annoncé 100 000 jeunes. Et en plus, je vous ai dit, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient en partiel encore cette semaine. Et donc, la semaine prochaine, ils seront beaucoup plus déterminés à être présents dans la rue. Et ça fera effet boule de neige. Le monde appelle le monde. Et je pense que les prochaines dates de mobilisation rassembleront encore plus de monde et encore plus de jeunes. Merci beaucoup, en tout cas, Léon Desfontaines, d'avoir été avec nous. Secrétaire général du MJCF. Il est charmant, ce garçon. Voilà, bravo. Par contre, vous êtes tellement provocateur. Vous êtes tellement provocateur, Philippe Bilger, qui avait Terminator, c'était Schwarzenegger, vous êtes provocateur dans les vraies voix. J'ai toujours préféré les communistes aux socialistes. Salut Léon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous, ça n'est pas fini. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'on est bien avec vous, en tout cas on parle de choses, de vraies choses, de la vraie vie, voilà, on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit, enfin quoique pas toujours, ça dépend des gens. Bilger est un peu fielleux. Non, il n'est pas fielleux. Mon Philippe Bilger est avec nous, ma Françoise de Gaulle est avec nous, mon François de Rugy est avec nous, Philippe David est avec nous. J'en profite encore une fois pour remercier nos équipes formidables. Aurore, formidable. Benoît, formidable. Avec Margot, bien entendu, avec Aude, avec toutes les équipes de Sud Radio qui font un travail extraordinaire. Et Geoffroy qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Geoffroy. J'ai dit Geoffroy, j'ai dit hors antenne, Geoffroy, mets un pull. Voilà, ça a fait rire tout le monde. Donc voilà. C'est affreux. Blague pourrie, mais bon voilà, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Vous pouvez la répéter chez vous, Geoffroy. Faites comme vous voulez. Ah oui, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu Gaufrette, Geoffroy, j'ai tous les. Non mais Geoffroy met un pull, c'est plus drôle que Gaufrette. Enfin, on va pas faire une thèse sur les blagues. Sinon on va se gaufrer. Voilà, c'est ça. Geoffroy, vous vouliez réagir sur cette mobilisation. Écoutez. En soi, je suis pas contre la retraite à 64, mais 64 ans, mais je pense que il faudrait moduler en fonction de chaque catégorie professionnelle. Ouais. Et donc pour le départ à la retraite, en fonction de chaque catégorie, parce que il y a quand même des gens qui ont commencé très tôt, et qui travaillent dur et qui mériteraient de partir à 60 ans. Donc voilà. Mais c'est parce que le président, apparemment, au départ, au début de son quinquennat, il a dit qu'il modulerait en fonction de
il tiendrait compte des catégories professionnelles. Il faut adapter, selon vous, adapter. Françoise. Et puis il y a autre chose qui me chiffonne aussi, c'est en fait, si vous tombez au chômage à 60 ans, c'est un problème. Après, si vous restez jusqu'à 64 ans, au chômage, c'est compliqué. On peut ne pas trouver de travail. Allez, on démarre par Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, Geoffroy, il n'aurait pas fallu, je l'ai entendu de la part de quelqu'un, créer pratiquement un régime spécial par situation professionnelle? C'est impossible, bien sûr. Je vois notre spécialiste François de Rugy. Allez, Geoffroy, on vous écoute. Non, c'est pas la question, mais quand même, il y a des certains, par exemple, dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dur, qui ont des horaires décalés, tout ça. Donc voilà. Non, c'est ce qu'on appelle la pénibilité, qu'elle soit mentale ou physique. Il faut tenir compte de la pénibilité. Il faut qu'il y ait une loi sur la pénibilité. Oui, mais il y a plusieurs critères qui ont été effacés. Moi, j'ai une question qui taraude plein de gens parce que c'est en train de venir dans le... Oui, c'est une question à François de Rugy et peut-être que Geoffroy se l'est posée. Le Canard enchaîné, ce soir, dit que cette réforme pourrait être de toute façon annulée par le Conseil constitutionnel. À cause de l'utilisation du 47.1, ce fameux article utilisé pour faire passer la loi. Et comme Geoffroy, vous avez à l'évidence réfléchi sur ce sujet, les gens qui nous écoutent, je voudrais qu'on éclaircisse ce point avec François. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Ce 47.1 peut être retoqué en fait par le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas candidat pour être président du Conseil constitutionnel. Non, mais c'est intéressant. À la place de l'honorable. Mais ceci étant, plus sérieusement, j'aurais eu envie de répondre à Geoffroy ou de dialoguer aussi avec lui. Il nous reste 1 minute 30. La pénibilité, etc. Juste pour un point de fond sur la réforme de retraite, c'est que Elisabeth Borne l'a dit et c'est dans le texte, pour des gens qui auront commencé à travailler très jeunes, il y a des gens encore aujourd'hui qui ont 60 ans et qui ont commencé à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Eux, si on ajoute 44 ans de cotisation, ça fait 60 ans, 61 ans. Et ils auront le droit de partir à la retraite avant 64 ans. Ça, il faut quand même le redire parce que ça, c'est vrai que tout le monde n'en a pas saisi. Et sur la pénibilité, il faudrait sans doute rajouter des critères, mais il en existe déjà. Par exemple, travailler de nuit ou des choses comme ça. Mais il faut aussi savoir que les chefs d'entreprise, les employeurs, ont beaucoup protesté à une époque quand, en effet, on a voulu décrire de façon fine. Parce qu'il ne suffit pas de dire une profession. Il faut dire, voilà, quelqu'un qui porte des charges lourdes, etc. Bon. Sur le Conseil constitutionnel, ce qu'a dit Françoise Degois. C'est hyper important parce que comment t'as sous la main, c'est vrai que c'est une innovation si ce projet de loi sur les retraites déjà passe par un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale. Ce qui peut se comprendre puisqu'on finance le régime de retraite, mais en même temps, les précédentes réformes des retraites n'avaient pas été présentées sous cette forme et ça permet en effet, en théorie, de dire le texte est adopté au bout de 50 jours maximum, même si les débats n'avaient pas pu être terminés, qu'il n'y avait pas pu y avoir de vote à l'Assemblée ou au Sénat. Le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur ce point. Donc, il y a en effet une incertitude sur ce point. Et ben voilà, merci beaucoup Geoffroy en tout cas de nous avoir appelé. Merci Geoffroy. Merci de... Vous nous écoutez depuis longtemps Geoffroy ? Moi, je vous écoute de temps en temps. Je suis multi-radio, j'écoute un peu de tout. Alors donc aussi. On va être obligé de raccrocher, Geoffroy. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre franchise, exactement. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Degois. En compagnie de François de Rugy. Et François Rugy, merci beaucoup. J'ai réussi pour François de Rugy. On l'aime beaucoup François de Rugy. Merci beaucoup. On vous retrouve Philippe. Oui. Vous me devez quelque chose, François. Vous êtes là grâce à moi, c'est vous. Si un jour on avait pu me dire ça, elle va vous envoyer son RIB. Dans un instant, on va vous parler automobile. On ira voir les stations-service. Y aura-t-il des pénuries de stations-service? Et puis c'est peut-être l'heure avec ces mobilisations du covoiturage. On va en parler. Et le grand patron de Jeep France sera avec nous. On va parler de cette belle voiture, l'Avenger, qui est voiture de l'année. Absolument. Elle vient d'être élue voiture de l'année. Et c'est une électrique. Absolument. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant.